Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre webinaire dédié à la confiance numérique pour les clients du secteur public, éducation et santé, nos acteurs des territoires. Et nous sommes ensemble, je suis Thomas Tressac, je travaille à la communication de la RSE d'Orange Business et je suis heureux de vous accueillir pour 1 heure ensemble sur le thème de la confiance numérique. Vous le voyez toutes et tous dans les médias. On parle beaucoup de cyberattaques, de cybersécurité, d'accessibilité numérique, d'égalité numérique, de souveraineté numérique. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Moi, je serai votre animateur durant cette conférence. Vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Par contre, dans le chat, vous pouvez nous faire des remarques ou des questions et nous les prendrons au fil de l'eau. Mais pour vous accompagner sur ce thème important et au cœur de la réglementation et des usages aujourd'hui, de la confiance numérique, j'ai fait appel à des experts. Donc Laura, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Laura Mazu, je travaille au sein de l'équipe marketing confiance numérique chez Orange Business. Et je suis ravie d'être avec vous. Merci Laura. Et je crois que tu as des petites surprises à nous faire partager juste après. Oui, exactement. Et Emmanuel, le petit nouveau de la bande. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc Emmanuel Cacheux, je suis donc le titre français directeur de la confiance numérique, titre anglais Chief Trust Officer. Et effectivement, je viens d'arriver puisque c'est début mai chez Orange Business et j'étais auparavant directeur de la gouvernance de la sécurité du groupe Orange pour la direction de la sécurité du groupe. Donc si vous avez des questions à la fin sur ce sujet, n'hésitez pas puisque je suis encore dedans. Un peu. Merci Emmanuel. Alors en effet, tu disais Thomas que j'avais des petites surprises. L'idée c'est de commencer ce webinaire par un petit sondage que vous allez voir apparaître à l'écran, où l'idée c'est de prendre un petit peu la température sur vos attentes vis-à-vis de ce webinaire. Est-ce que c'est de comprendre les enjeux globalement de la confiance numérique et les conséquences que ça peut avoir sur votre business? Est-ce que c'est pour comprendre le positionnement d'Orange et les solutions qu'on va pouvoir proposer, sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner? Ou est-ce que vous êtes là juste par curiosité et c'est aussi tout à fait OK pour découvrir un petit peu ce sujet dont on entend parler de plus en plus? Donc, je vous laisse répondre au sondage. Alors, je vous publierai, je ne sais pas si vous voyez les résultats des votes en live, mais sinon je peux les commenter. Je les publierai quand ce sera terminé. Donc, on a. On ne voit pas les résultats. Vous ne voyez pas en live? OK. Non. On a 67% qui sont là par curiosité, donc sûrement là pour comprendre les enjeux et découvrir la confiance. 40% qui sont là pour comprendre les enjeux de la confiance numérique et 7% qui sont là pour découvrir les solutions de confiance proposées par Orange. Eh bien, écoutez, très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on va parler un petit peu de tous ces sujets. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Emmanuel à travers une première question. Donc, comme tu disais, Thomas, on entend de plus en plus parler, et particulièrement en ce moment, vis-à-vis des contextes géopolitiques, etc., actuels, du sujet de la souveraineté et de la confiance numérique. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Emmanuel, en quoi c'est un enjeu pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées? Ouais. Bon. Alors, vaste sujet, effectivement, depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler de la souveraineté, de la gouvernance, de la confiance numérique. Donc, on va essayer d'expliquer ces différents sujets. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'on a une concomitance en fait de plusieurs activités en même temps. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des cyberattaques qui continue en fait depuis l'année dernière. Sur l'année dernière, on a eu 135 000 attaques qui ont été référencées par Orange Cyberdéfense. Et on a une sophistication des attaques puisque avec le développement de l'IA qui a un côté positif pour les entreprises, mais aussi un côté négatif puisque les gens peuvent maintenant créer des attaques assez simples via de l'IA et donc ça devient de plus en plus dangereux. Donc on a cet accroissement-là. On a une réglementation qui devient de plus en plus présente en fait au niveau européen avec l'arrivée de nouvelles réglementations qui sont imposées à plusieurs entreprises et notamment du service public, puisque, mais on en parlera après en détail, je crois, Laura, on a l'arrivée de NIS 2 au niveau européen qui traite justement des aspects de cybersécurité. Et on a DORA pour le service, pour la côté bancaire, et puis d'autres aspects. En fait, il faut voir l'Europe en fait agit comme un bouclier de protection en fait réglementaire par rapport à tout ce qui se passe actuellement, toutes les menaces qui augmentent.
On a un troisième phénomène qui sont, depuis l'arrivée de Donald Trump et notamment l'augmentation des frais de douane, une possible donc, augmentation tarifaire de certains produits. Donc, on a une volonté de vouloir réduire les dépendances technologiques et de s'approprier en fait un contexte plus européen en trouvant des alternatives, que ce soit des solutions françaises ou des solutions européennes. Et donc, ça, c'est aussi une démarche en fait qui est poussée de plus en plus. On a un dernier aspect qui n'apparaît pas sur l'écran, mais qui est pour moi aussi important, puisque c'est des risques nouveaux qu'on a vu apparaître. C'est le risque, j'allais dire, énergétique. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé à Madrid, en Espagne et au Portugal, avec la coupure électrique. Et donc, on a affaire à voilà, un ensemble d'événements en même temps qui font que les questions sur la confiance numérique, sur la souveraineté sont de plus en plus présentes. Et donc, il est bien de se poser ces questions-là et de voir quelles solutions on peut apporter pour au moins sécuriser ces activités et ce qu'on appelle aussi la résilience, c'est-à-dire comment on arrive à assurer la continuité de l'activité en cas de problématique, que ce soit une cyberattaque, en cas de coupure énergétique. Donc voilà. Et puis de voir comment on peut, dans un contexte économique qui est de plus en plus difficile, réussir à réduire ces dépendances. Alors, dépendances qu'elles soient américaines ou chinoises, parce qu'on a toujours tendance à voir que la partie américaine, mais la partie chinoise est aussi importante. Donc voilà. À peu près un panorama du secteur. Excuse-moi, Emmanuel, du coup, Oui, je t'en prie. Emmanuel, du coup, j'ai une petite remarque. Tu sais, en ce moment, on voit beaucoup de choses sur Choose de France, avec, dans les médias, avec notamment Snapchat qui vient en France, à Paris, des entreprises comme Amazon et tout. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un retour à la préférence française sur l'investissement à travers ces enjeux? Après, voilà, l'annonce hier qui a été faite, c'est un peu plus de 20 milliards, si je ne me trompe pas, je crois, qui ont été annoncés. Il faut regarder en fait en relation, en fait, 20 milliards, les investissements d'Amazon sur, je crois que leur cloud Amazon, c'est 1 milliard par mois. Donc en fait, il faut essayer de voir, voilà, la balance, elle est assez. On est un grand pays, l'Europe est un grand marché pour les Américains, donc c'est important pour eux d'être présents sur le continent européen et la France. Après. C'est pas parce que une société américaine s'installe en France qu'on a la maîtrise totale et notamment de la sensibilité de ces données. Donc voilà, il faut toujours regarder, surveiller bien ce que l'entreprise et ce que votre client, ce que votre prestataire va faire des données que vous lui fournissez. Donc oui, c'est formidable en fait les investissements qui ont lieu, mais encore une fois, il faut toujours garder en tête la maîtrise et le choix du prestataire avec qui vous travaillez. Et du coup, face à ce contexte-là que tu nous partageais, si tu devais résumer un petit peu, quels sont les challenges auxquels font face les organisations aujourd'hui? Alors en fait, on en a 3 challenges. On est bien conscient que les temps sont durs pour tout le monde, donc il y a cette notion de coût qui est très important. L'objectif en fait de la confiance numérique, c'est pas d'avoir une proposition qui soit financièrement beaucoup plus élevée que ce que vous avez actuellement. Au contraire, c'est dans la maîtrise des coûts, ça c'est très important. 2, c'est la souveraineté des données, donc c'est des challenges importants. Il y a cet aspect de gérer la cybersécurité. Il y a de la mise en conformité par rapport aux nouvelles réglementations dont j'ai parlé tout à l'heure qui arrivent maintenant, on est quasiment dans l'opérationnalisation de cette réglementation. Donc voilà, ça a un impact et ça aura un impact puisque vous avez des obligations sous peine d'amende qui peuvent être assez fortes. Donc c'est encore une fois, il faut réussir à maîtriser cette partie-là. C'est un contexte qui est géopolitique. Là, on fait ce rendez-vous aujourd'hui. Dans 2 mois, avec ce qui se passe, il y aura peut-être encore de nouveaux événements sur les effets, sur les droits de douane ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a un président américain qui, pour ceux qui jouent au poker, est dans la période de bluff absolu. Il annonce des rachats du Groenland, l'acquisition du Canada. Et en fait, pour ceux qui jouent au poker, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il teste. Si ça passe, tant mieux. Et sur les droits de douane, on est vraiment dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il a mis des annonces qui sont exorbitantes et parfois qui paraissent complètement absurdes. Mais c'est dans une étape de négociation, en fait. Et c'est ce qu'il souhaite le plus. Donc voilà. Donc il y a cette triptyque qui est la coût, la souveraineté des données, tout en n'oubliant pas la performance, parce que c'est important. Nous, les relations qu'on a en fait avec nos clients, ils se posent 3 questions fondamentales. C'est où sont gérées les données, leur localisation. Donc ça, c'est important. La nationalité des partenaires technologiques avec qui ils travaillent. Donc, c'est ce que je disais. Il y a en ce moment une tendance forte de vouloir préconiser
des solutions françaises ou des solutions européennes. Mais encore une fois, il y a une taille de marché en fait qui est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit du moins 10 ans. C'est-à-dire que quand vous quittez, si vous travaillez avec un Microsoft, si vous cherchez une alternative française ou européenne, il faut quand même que le service soit au rendez-vous. Donc, c'est très important de bien choisir ses partenaires. Et puis, il y a aussi, on l'a vu là depuis quelques années, il y a des certifications qui vous permettent de travailler dans un contexte réglementaire qui vous rassure. Donc, pour le cloud, il y a le SecNumCloud. Au niveau européen, il y a une nouvelle norme qui va arriver qui s'appelle le UCS, qui est donc on va traduire ça grossièrement, le UCS, c'est le SecNumCloud version européen. Donc, il y a des garanties en fait qui sont en train d'être mises en place au niveau européen qui vont vous permettre de vous rassurer. Mais du coup, Emmanuel, on voit. Des questions. Ouais, Emmanuel, on n'a pas de questions. Ils sont assez timides pour l'instant, mais ça va arriver, je pense. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai une. On parle beaucoup dans les médias de justement la protection des données de nos. Parce qu'on voit qu'avec l'IoT et l'Internet des objets, on peut hacker ou capter nos données. Il y a pas mal de fraudes en ce moment, de cyberattaques, fraude aux faux conseillers bancaires et tout ça. Et notamment, je pensais aussi aux données de santé. Enfin, tu sais, il y a pas mal de débats sur la protection de nos données de patients et de secret médical. Effectivement, Orange accompagne, mais c'est vraiment touchy, quoi. On a une certification spécifique aussi là-dessus. C'est-à-dire que moi, je vous engage, en fait, quand vous travaillez avec un prestataire, de voir comment, de vraiment poser les bonnes questions. Enfin, il y a des questions essentielles sur les données, la sensibilité de vos données, la localisation des données, les gens qui travaillent sur les données que vous mettez à disposition. Et pour la partie santé, on a une certification spécifique qui s'appelle le HDS, qui vous permet en fait de garantir un socle de souveraineté en fait de vos données que vous mettez à disposition ou que vous mettez chez votre prestataire. Donc il y a des cadres réglementaires qui existent. Alors il y a ces pléthores en plus parce que la réglementation elle n'est pas unique, elle est spécifique à chaque secteur d'activité, donc c'est un peu complexe par moment quand on peut être parfois perdu. Et là-dessus, nous, on peut vous accompagner justement pour à la fois déterminer le niveau de sensibilité de vos données et la réglementation spécifique et la certification qu'il faut. Évidemment, je vais être très franc puisque je viens de la partie sécurité. On n'aura jamais une garantie à 100% de vous n'aurez jamais d'attaque. C'est quasiment infaisable de faire ça. Mais vous travaillez dans un contexte qui engagera le prestataire à au moins respecter la protection de vos données et donc à s'assurer qu'il n'y a pas une malversation de ces données. Et tu vois, Emmanuel, en tant qu'administré, on fait de plus en plus de tâches avec les collectivités locales et territoriales. Je pense aux impôts en ligne. Tu vois, on fait des déclarations. Il y a le serveur pour les étudiants, enfin pour les écoles. Enfin, il y a pas mal de choses. Tout se fait en ligne. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on sécurise à nos tablettes, enfin tout notre environnement de données, quoi, par des mots de passe. Quand vous comprenez que le petit truc que je vous montre, ça, qui est un iPhone, est aussi puissant qu'un PC et qui a autant de données. Donc, en fait, la partie PC, poste de travail est assez bien sécurisée. Il y a énormément d'outils et de barrières qui sont mis pour pouvoir protéger. Les grosses malversations qu'on constate sur l'année dernière, puisque je viens de là, ont eu lieu sur le mobile, en fait, où là, il y a encore énormément de travail à faire. Mais voilà, c'est des choses qui avancent, qui évoluent. En plus, il y a une sophistication des attaques, c'est-à-dire qu'on a énormément ce qu'on appelle de fraude au président. On a une recrudescence qui est en fait de pouvoir, via notamment des outils d'IA assez poussés et assez performants. Par exemple, là, je vous parle en direct, mais j'aurais pu faire un avatar avec ma voix et puis ne pas être présent et vous dire monts et merveilles. Donc voilà, on avance en fait. Et c'est vraiment une course contre la montre où il y a de plus en plus de sophistication et il y a de plus en plus de partenaires, de prestataires. Et Orange Cyberdéfense, dans le groupe, qui est l'un des leaders européens en fait, de la cybersécurité, arrive à contrecarrer et à mettre des barrières pour protéger en fait, les entreprises. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais des réglementations et tu as cité NIS 2. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu comment ça va impacter nos clients et oui, je peux prendre les conséquences de cette réglementation. Je peux prendre un cas contraire. Alors, il y avait NIS 1 qui était une réglementation déjà européenne. NIS 2 est arrivé sous forme de directive, c'est-à-dire qu'en fait l'Europe a pondu un texte. Après, il faut que ce soit transcrit, donc il faut que ça passe en décret au niveau français. Et en fait,
les obligations sont assez importantes. C'est vraiment une réglementation qui est axée sur de la cybersécurité, donc sur la protection en fait de votre système d'information, de vos données. Et pour faire très gros, hein, parce que c'est un texte qui est assez long, les obligations, la zone de couverture en fait. Avant NIS 1, c'était simplement ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire que les sociétés d'importance vitale. Maintenant, il y a un nouvel élément qui s'appelle les EE, les entreprises essentielles. Et là, c'est 15 000, par exemple, sur la France, entreprises qui sont concernées. Donc, c'est majoritairement des entreprises du service public. Et ça, c'est important de savoir, en fait, si vous êtes déjà concerné, en fait, par cette nouvelle réglementation qui arrive. Et les obligations sont assez fortes, puisque donc moi, j'ai copiloté pendant 2 ans la mise en opérationnalisation de NIS 2 au sein du groupe Orange. Et il y a une chose que je pense, dans les gens qui sont présents ici, qui est une des obligations, c'est la documentation, ce qui ennuie tout le monde, pour être très franc. Mais il faut documenter tout ce que vous faites. Il faut déclarer les incidents si vous en avez en moins de 24 heures. Donc, il y a des obligations très, très fortes. Et vous avez un risque d'être contrôlé si vous ne le faites pas. Et les risques sont assez importants puisque ça va d'amendes qui peuvent être… alors, pour une entreprise privée, c'est 2% du chiffre d'affaires mondial. Donc, vous imaginez pour Orange que ça peut être. Donc, voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est une réglementation qui est assez dure, que nous, on compare au niveau cybersécurité à ce qu'était la RGPD. Mais voilà, ça va dans le bon sens. Alors, c'est vraiment beaucoup de travail et il y a un accompagnement nécessaire. Nous, on a mis 2 ans chez Orange quand même pour mettre ça en place, donc dans une équipe avec une équipe de 15 personnes, à la taille du groupe Orange, évidemment. Mais voilà, c'est très impactant. On n'a pas forcément de réaction sur ce sujet dans le chat. Soit c'est très clair, soit c'est pas clair du tout. Non, c'est très clair. Peut-être du coup, on peut passer à un autre sujet. Donc là, on a parlé un petit peu du contexte géopolitique, réglementaire, etc. Comment les clients et les entreprises sont impactés. Excuse-moi. Nicolas qui nous demande comment savoir si nous sommes sur une entreprise essentielle en fait. Alors, il y a 2 méthodes en fait. Soit vous plongez dans la liste, dans le décret NIS 2 qui a une définition assez étonnante en fait d'éléments essentiels parce que c'est encore des choses que nous on travaille avec le. Là pour l'instant c'est une directive. Hein. Le décret il est pas encore validé en France, mais il va l'être très prochainement. Et en fait, il y a une liste qui est établie par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, il n'y a pas le nom des entreprises. Il y a par contre des critères. Et en fonction de ces critères, ça vous permet de voir si vous êtes concerné en fait par la réglementation NIS 2. Là-dessus, nous, on est en capacité de vous accompagner en fait sur cette partie-là pour déjà voir si vous l'êtes, et puis pour voir l'impact que ça a par rapport à votre activité quotidienne. Je t'ai coupé, Laura, pardon. Enfin, non, du tout. On est là pour répondre aux questions des clients, donc c'est parfait. Oui, j'étais en train de faire la transition. Du coup, vu qu'on a parlé du contexte, de la réglementation, etc., j'étais en train d'arriver doucement sur la vision d'Orange et son positionnement. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la vision d'Orange sur ce sujet de souveraineté et de confiance numérique? Alors, oui, on mélange beaucoup les deux, hein, souveraineté et confiance numérique, ce qui est normal. Votre présence le montre, c'est que c'est des questions que se posent de plus en plus de clients en fait sur cette volonté d'avoir. Alors nous, on a essayé de déterminer des critères, mais vous allez voir, je vais vous en parler. La souveraineté, elle est propre à chaque entreprise et à chaque client. Donc elle est spécifique en fonction de la sensibilité de vos données, en fonction de votre activité, en fonction de votre secteur d'activité. Enfin, c'est des paramètres qui sont très différents. Et cette notion de souveraineté, elle est très différente en France, puisque c'est un terme qui est utilisé depuis assez longtemps en France. Je vous prends un exemple pour comparer. La France, elle est très souveraine. On a toujours ce côté défense, sécurité qui est très important. Donc, on est très attentionné à la sensibilité de nos données, à la sécurité de nos données, à la localisation. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, en France. Mais on a une vision. Donc, en plus, avec ce qui se passe, que je vous ai expliqué, le contexte actuel, on a un renforcement de cette volonté d'être de plus en plus souverain, c'est-à-dire d'être de plus en plus dans le contrôle de ce qui va être fait de nos données, en fait. Si vous prenez des pays comme, par exemple, la Pologne, je cite par exemple la Pologne, mais je peux citer majoritairement les pays de l'Est, ils n'ont pas du tout cette notion de souveraineté qui est la même. Donc, c'est pour ça que chez Orange Business, on parle plus de confiance numérique que de souveraineté.
Je vous explique, en Pologne, les Polonais, depuis plusieurs années, toutes leurs data, toutes leurs données étaient chez Google ou Amazon ou Microsoft, en fait. Ils ne se posaient pas la question. Est arrivée l'Ukraine. La guerre en Ukraine, en fait, les premiers mois de la guerre en Ukraine, Microsoft et Amazon ont mis à disposition leur cloud pour sauvegarder l'ensemble des données du gouvernement ukrainien. Donc, ça a renforcé, en fait, cette notion de souveraineté qui est différente, qui est de dire on fait confiance totalement aux Américains. Donc, il n'y avait pas de problème. Et puis, est arrivé en début d'année Donald Trump. Et puis, cette possibilité, alors c'est un des risques qui est très mineur, mais qui quand même dans la tête des gens trotte, c'est qu'il y a une loi américaine qui permet en fait notamment à M. Donald Trump de pouvoir couper les accès directement à Microsoft, Amazon ou Google. Et donc, du jour au lendemain, essayer de vivre sans Google, Amazon ou Microsoft, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ce qui fait que maintenant, les débats qu'on a avec nos amis polonais, mais aussi les Pays-Bas, par exemple, ils essayent de réfléchir à ce nouveau paradigme qui est de dire comment on peut nous rapatrier nos données et avoir nos données dans notre pays propre et avoir un contrôle de nos données. Donc voilà, c'est une notion de cette souveraineté qui est devenue de plus en plus forte depuis 2-3 mois. Et pourquoi nous on parle de confiance numérique? Parce qu'on considère que la souveraineté des données, qui est souvent liée simplement à les données, on considère que la confiance, elle englobe en fait d'autres éléments qui sont aussi importants, qui est la résilience, c'est-à-dire la continuité d'activité, la partie sécurité qui est la cybersécurité, comment on protège vos données, évidemment la conformité réglementaire, la localisation des données et l'immunité aux lois extraterritoriales, c'est-à-dire qu'un État étranger, là on cite les États-Unis, ne sont pas en capacité de dire du jour au lendemain je peux prendre vos données et les exporter aux États-Unis sans votre autorisation. Donc c'est des éléments, c'est pour ça qu'on parle de confiance numérique et qu'on essaye nous de se baser sur des critères qui sont mesurables, c'est-à-dire que toutes nos offres sont construites sur ce modèle-là, où on détermine en fait en fonction de ces critères le taux, à quel taux on est, et ça nous permet de voir sur quoi on doit travailler et comment on doit améliorer cette partie-là. N'hésitez pas, si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaie de vulgariser au maximum. Moi, j'avais peut-être juste une question pour rebondir du coup ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire, parce que souvent quand on parle de souveraineté, comme tu dis, on a tendance à penser à nationalité. Ça veut dire globalement qu'en fait la nationalité d'un partenaire ou d'un fournisseur, c'est pas suffisant, c'est ça pour apporter les garanties nécessaires. Elle est pas suffisante parce qu'en fait, évidemment, dans un monde, l'objectif qu'on voit depuis 2-3 mois, c'est de réduire la dépendance technologique en fait et de proposer des solutions européennes ou françaises, des alternatives en fait. C'est-à-dire que le client ait le choix entre, en fonction de la sensibilité de ses données, de continuer à travailler avec Microsoft, Google, Amazon, et ils font très bien leur travail, hein, je ne dénigre pas du tout ce qu'ils font, ou de choisir une solution française, et il y a des solutions françaises ou européennes qui peuvent proposer en fait des alternatives. Donc le fait de se dire, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans la chaîne de bout en bout en fait de la confiance numérique, cet acteur français existant, il faut quand même vérifier avec quel outillage il travaille, avec quel partenaire technologique il travaille. Puisque, évidemment, ce n'est pas lui qui construit ses serveurs, donc les serveurs, ils viennent bien de quelque part. Donc voilà, donc si on regarde vraiment au bout en bout, c'est très très important de voir en fait dans la chaîne complète, quand vous travaillez avec un prestataire qui est français, de voir avec qui il travaille et donc de s'assurer qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette. En fait, comme on dit. Une question, Emmanuel, de Guillaume sur le NIS2. A-t-on de la visibilité sur les dates de promulgation et d'effet? Alors, ça c'est normalement, légalement, en fait, ça devait être publié avant la fin d'année 2024. Et puis, vous avez suivi en fait les mouvements à l'Assemblée nationale, les changements de Premier ministre, les priorités qui ont changé. Donc là, on a une estimation en fait avant l'été. Mais pour être très franc, moi je pense que c'est plutôt fin d'année en fait. Alors, ce qui ne veut pas dire, il faut faire très attention, c'est que c'est pas parce que le décret n'est pas publié que l'ANSSI ne commencera pas à faire des contrôles. Après, l'ANSSI va se focaliser plutôt sur les contrôles, ce qu'on appelle de très grosses entreprises, typiquement Orange, où nous, je pense qu'on aura un contrôle avant la fin de l'année. Mais ce sera des contrôles, ce qu'on appelle des en place du décret. Mais oui, on a, vous suivez un peu ce qui se passe de façon politique. La politique en France est un peu compliquée en ce moment, donc on a changé de Premier ministre assez souvent là. Là, on a une certaine stabilité. Donc reste à voir ce qui va se passer avant juillet, mais normalement, tout devrait être fait avant cet été.
C'est un peu comme la loi de Ouais. finances qui a été prorogée, quoi, la loi de dématérialisation qui a été prolongée du fait du contexte incertain. La chance qu'on a, c'est qu'elle existait. Là, le problème, c'est Ouais, que la directive, elle n'a pas été transposée encore en décret. ouais. Après, à un moment, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, c'est un décret européen. Donc, il y a des pays qui sont déjà en place. La Belgique a déjà, le décret est déjà en place. Ils ont pris tel quel. Le truc, c'est que la France, évidemment, vous connaissez, on a des particularités, puis on a des spécificités, et puis on joue notre côté français. C'est-à-dire que nous, on veut bien transposer le décret, mais on veut modifier quelques lignes. Et donc, c'est ça. C'est dans la modification des quelques lignes sur lesquelles on prend du temps. Et notamment sur une notion qui est claire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les entreprises essentielles. Définitions qui peuvent être très vagues, parce que ça nous rappelle les sujets quand il y avait le Covid où on parlait des métiers essentiels, où on a eu des grands débats sur qu'est-ce qu'un métier essentiel. On a découvert des métiers qui étaient essentiels pour la continuité de notre vie à tous et qu'on n'imaginait pas. Ben là, voilà, la définition propre, c'est activité essentielle, enfin entreprise essentielle, mais derrière, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc là, on essaye en fait au niveau français de cadrer ça. Alors, il faut savoir que chez Orange, et notamment Orange Business, on a, de par la taille de notre entreprise, un lobbying assez fort au niveau européen pour essayer de favoriser en fait la définition qu'on a, nous, franco-française, de ce terme également entreprise essentielle. Emmanuel, une question de Marie qui revient à nos solutions. Que pensez-vous d'une stratégie multi-solution de protection? Il me semble intéressant de pouvoir cibler certaines populations sensibles. Une hybridation est-elle techniquement facile ou envisageable? Alors, elle l'est pour une raison très simple. Alors, il y a un chiffre qu'il faut retenir. En moyenne, une entreprise en France travaille avec 2,8 prestataires de cloud, par exemple. Donc, on n'est pas sur un monocloud. En fait, c'est en fonction de ce qui est important, c'est de repartir du départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut de la fin. Le cœur du marché, c'est la data, c'est la donnée, en fait. En fonction du niveau de sensibilité de vos données, vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans du second cloud ou dans du truc ultra protégé. Et c'est pas ce qu'on dit. Et donc, chez Orange Business, on a, nous, par exemple, des solutions d'hybridation, de multi-cloud, et on a effectivement de l'adaptation en fonction, en fait, des données, de la sensibilité de vos données que vous avez. Mais oui, c'est déjà des choses qui sont en place, ça existe déjà. Et l'objectif, il n'est pas de dire que, voilà, même pour des très grandes entreprises, et notamment, par exemple, je vous prends le secteur bancaire, tout n'est pas dans du second cloud ultra sécurisé. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles dans l'activité, sur lesquelles on peut se permettre d'avoir dans des clouds moins souverains, ce qu'on appelle. Et d'ailleurs, on est en capacité aussi d'accompagner nos clients dans la segmentation de cette criticité-là, que ce soit sur la partie activité, données, etc. Tout à fait. Franchement, moi, je vous encourage, c'est le premier travail qu'il y a à faire, c'est de se poser les bonnes questions au départ, en fait. Parce qu'une fois que vous avez mis la main ou le pied chez un prestataire, vous savez tous, c'est très, très compliqué, les migrations, de sortir d'un prestataire, c'est des périodes qui peuvent être très, très longues. Hein. Je vous prends un exemple, alors ça, c'est pas chez nous, donc je peux le citer, d'une grande banque qui a voulu quitter Microsoft. Je crois que ça leur a pris 6 ans. Donc voilà. Après, c'est pas les mêmes tailles de marché, mais voilà. Le point de départ, c'est vraiment d'estimer, de voir en fait quelle est la sensibilité de vos données et de faire de l'hybridation. Effectivement, je vous pousse à ça, c'est-à-dire en fonction de vos attentes, de choisir différents prestataires. Et peut-être avant de prendre la question de Guillaume, on souhaitait vous faire réagir sur justement les critères et notre. Ah, pardon. Ah, on a eu un décalage, je pense. Ouais. Alors Thomas, tu as un problème de connexion, je pense. Non, c'est bon. Tu nous entends, Thomas? Ouais. On ne t'entend plus. Souci de connexion. Oui. Ça va revenir. Excusez-moi. Voilà. On t'entend bien, c'est bon. Ouais. Excuse-moi. Une question de Guillaume, peut-on faire un parallèle avec la RGPD, considérer que dans un avenir proche, NIS2 s'appliquera à un périmètre de plus en plus large avec effet tache d'huile des partenaires et des fournisseurs sur l'écosystème plus global? Dans NIS2, il y a un volet fournisseur. Il y a, en fait, là encore, je vous prends l'exemple, en fait, un rétexte sur Orange qui s'est passé. La majorité des attaques qu'on a eues l'année dernière, c'est des attaques via nos fournisseurs. Parce que tout ce que vous avez en fait en propre chez vous, vous arrivez à le contrôler et à le maîtriser. Ce qui est très compliqué, c'est la gestion de la supply chain, ce qu'on appelle les fournisseurs.
Et donc, dans le volet NIS 2, il y a notamment un recensement des fournisseurs, il y a des obligations pour les fournisseurs, et donc c'est un volet qui est dedans, donc qui comprend dedans. Donc, on pourrait faire un truc spécial sur, un webinaire spécial sur NIS 2, ça pourrait être intéressant aussi, Thomas. Donc, notamment avec les amis d'Orange Consulting qui, eux, sont spécialistes de ce domaine-là, mais c'est un volet qui est important. Toute la partie fournisseur, c'est très important parce que c'est une chose que vous maîtrisez moins, et ce qui est normal. Voilà, moi, mon téléphone, il est à moi, je peux le maîtriser, mais effectivement, ce qui se passe dedans, voilà, oui, c'est des volets qui sont pris en compte dans le cadre de NIS 2, toute la partie supply chain et fournisseurs. Merci. Et du coup, comme je disais, l'idée, c'était de vous faire un petit peu réagir sur notre définition de la confiance numérique et les critères que vous a présenté Emmanuel. Et l'idée, c'était de savoir quels étaient, pour vous et pour votre activité, les critères qui étaient les plus critiques actuellement. Donc, je vais lancer un petit sondage. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir choisir tous les critères et on vous demande d'en sélectionner 3 maximum. Donc voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont vos principales préoccupations du moment. Donc on a la résilience, la sécurité, combien, Laura, la conformité. 3. On en choisit combien? 2? 3. 3. Ouais, 3. Donc pour l'instant, la sécurité est en tête. En deuxième position, nous avons la notion de conformité réglementaire. Les sujets autour de la résilience aussi, qui se tirent la bourre avec la conformité. Et on a aussi un petit peu de notion de localisation des données. Très bien, je ferme les votes. Donc globalement, en pole position, nous avons la sécurité, ensuite la conformité réglementaire, suivi de la résilience, localisation des données et immunité aux lois extraterritoriales. Et peut-être en rebond du coup de ces critères et de ces résultats. Ouais. Emmanuel, est-ce que tu peux, donc là tu as présenté un petit peu notre définition de la confiance numérique, est-ce que tu peux partager sur notre positionnement et notre manière d'adresser le sujet auprès de nos clients? En fait, il faut bien comprendre une problématique qui est importante, c'est qu'on a des offres, effectivement, Orange Business a plusieurs offres dans ce domaine-là. Donc tu me dis, si Ah d'accord, on est sur ce slide-là, pardon. Désolé, Laurent. L'objectif pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir une vision de bout en bout, en fait, de la confiance numérique. C'est-à-dire que vous entendez souvent, quand on parle souveraineté, on parle très souvent de cloud. On considère que nous, le cloud sans connectivité, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc, notre vision en fait, qu'on a, c'est d'avoir une approche 360 degrés. C'est-à-dire il y a le cloud de confiance. Donc, on a des offres, effectivement, de cloud de confiance, notamment Cloud Avenue, qui est actuellement en train de passer le jalon de qualification Second Cloud. On a de la connectivité résiliente, c'est-à-dire qu'on a des offres, l'idée de garantir une connectivité totale et continue. C'est important dans un cadre de continuité d'activité. Donc, avec des systèmes j'ai pas palliatif, mais de remplacement en cas de coupure. Donc, on a, par exemple, des choses qu'on a utilisées. Alors, moi, j'aime bien donner des cas concrets, mais sur de la connectivité résiliente, sur ce qui s'est passé à Mayotte, par exemple, récemment, on est arrivé avec un outil qui s'appelle le Safety Case, qui nous permettait de déployer directement des accès et des bornes d'accès, en fait, portatives, pour pouvoir assurer la continuité de service. On a aussi, sur tout ce qui est la messagerie souveraine, les outils de collaboration souverains, des solutions existantes qui sont, qu'on considère, nous, de confiance numérique avec des partenaires français. Donc, alors, attends que je ne me trompe pas, c'est BlueMind, c'est ça, Laura? C'est ça. Voilà. Donc, l'objectif, c'est par rapport à l'ensemble de cette approche-là, on est évidemment, ce que je disais important, c'est que au départ, il faut se poser les bonnes questions sur la disponibilité des données. Donc, on est dans l'accompagnement sur définir concrètement le cadre dans lequel vous souhaitez travailler et vous conseiller sur quel type de partenaire ou de prestataire avec qui travailler et en fonction des sensibilités de la donnée. On a cette expertise réglementaire, technique et opérationnelle
puisque nous, on subit, comme vous, en fait, les nouvelles réglementations. Et pareil, on a aussi, nous, notre volonté de réduire notre dépendance technologique. Donc, alors, l'échelle est différente, mais on est dans les mêmes questions que vous vous posez, en fait. On a l'activité qui est importante de l'impact de l'arrivée de l'IA et de l'IA générative. Et donc, quel impact ça a pour une entreprise? Donc, chez Orange, on a développé notre propre outil d'IA, en fait, qui est basé avec un partenaire français qui s'appelle Mistral, sur l'IA générative. Donc, c'est un outil qu'on utilise, nous, au quotidien. Et on gère, en fait, depuis maintenant plusieurs années, des activités spécifiques très souveraines liées plutôt aux activités de défense et de sécurité, avec des équipes qui sont localisées en France, qui sont habilitées défense, et dans un truc qui s'appelle le cockpit sécurité. Et on est en capacité de développer des réseaux privés virtuels. Et effectivement, comme la question par rapport au sondage, c'est la sécurité, on a lancé maintenant, il y a 7 ans, l'activité Orange Cyberdéfense, donc avec la capacité d'accompagner en fait les entreprises dans la protection en fait de leur activité complète. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'avoir cette boucle complète et effectivement de pouvoir répondre à chaque partie par rapport à des demandes qu'on peut avoir. Et du coup, cette notion aussi de se dire que on va avoir des différents niveaux aussi de confiance dans nos différentes solutions qui vont pouvoir répondre aux différents niveaux de sensibilité de vos activités, en fait, en fonction de la criticité qui aura été déterminée par rapport à ce qu'on disait précédemment. Et alors justement, vis-à-vis de ces solutions qu'on peut proposer aujourd'hui, pareil, je vais lancer un petit sondage pour savoir sur quelle dimension vous avez le plus besoin d'accompagnement. Donc, je vous invite à y répondre, sachant que c'est vrai que souvent, quand on parle de confiance, et Emmanuel l'a dit, on a tendance à penser uniquement à la partie cloud de confiance. Mais on se rend compte en fait que la confiance, ça touche pas que le cloud. Donc, savoir un petit peu si vous avez des sujets chez vous autour de ces autres aspects. Alors, en live, on a des besoins autour des réseaux sécurisés, IA générative de confiance, des besoins en termes de cyber également, de connectivité résiliente. Il y a aussi cette notion d'accompagnement autour des réglementations et mise en conformité. Et étonnamment, personne n'a coché la case cloud de confiance pour l'instant. C'est assez surprenant. Ah si, ça y est. Comme tu viens d'en parler. C'est ça. Oui, sur cette question-là, vous avez la possibilité de cocher toutes les options si elles vous intéressent toutes. Ça nous permet d'avoir un peu un aperçu de vos enjeux actuels, en tout cas vos priorités du moment, parce qu'on ne peut pas traiter tous les sujets en même temps. Allez, je vais publier le vote. Donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc la notion de cybersécurité. Il y a l'IA générative de confiance. La notion d'accompagnement autour des réglementations mises en conformité, mais ça, on l'avait un petit peu senti avec vos questions autour de NIS 2. On a le cloud de confiance qui est remonté à 14%. Et ensuite, on a la connectivité, les réseaux et un tout petit peu de collaboration. Donc voilà, globalement, Orange Business est en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. Et l'idée, c'était d'aller peut-être un petit peu plus loin. Donc, si vous avez des questions, des rex, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Ouais. On a des questions? Laura, tu m'entends? Ouais, on a une question de Corinne D. Comment vous vous assurez que vos solutions soient bien de confiance? Quelle garantie avons-nous? Alors, je ne sais pas si Emmanuel, toi, Laura. Voilà. Non, ce que j'expliquais juste auparavant, c'est-à-dire que par rapport aux critères qu'on avait définis, nous, toutes nos offres passent par ce qu'on appelle en interne pour l'instant un radar trust, en fait. C'est-à-dire qu'on estime pour chaque offre le niveau, en fait, par rapport aux critères où il en est, fiabilité, sécurité des données, toute cette partie-là. Donc, en fait, on est en capacité, alors c'est un outil qu'on utilise en interne, mais qui, totalement, là pour l'instant, qui a été développé par Orange Business, qu'on est en train de pousser au niveau Orange
global pour l'ensemble des offres du groupe. Et donc, on est en capacité de dire concrètement le taux de confiance qu'a cette offre. Enfin, on est en clarté absolue, mais en fait, l'idée est de dire, voilà, sur cette partie-là, on est à 3 sur 4, là, on est à 2 sur 4, et on explique pourquoi on est à 2 sur 4. Donc, enfin, l'objectif, c'est de la transparence totale, c'est-à-dire que de fournir, en fait, aussi des solutions alternatives, c'est-à-dire que on a les capacités d'être 100% totalement confiance numérique avec des partenaires qu'on a déjà identifiés, que ce soit en France ou en Europe. Et donc, on a ce niveau d'offre qui peut être différent en fonction de la demande qu'on a. Donc, on sait s'adapter là-dessus, sur cette partie-là. On a une autre question un peu plus technique. Alors, attends, je la reprends. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou Laura qui veulent aborder la question. Pardon, j'arrive. Denis, dans le cadre de nos obligations à migrer les serveurs de messagerie qui n'est plus supporté par Microsoft 2016-2019 vers des solutions en SaaS, type Office 365, quelle solution possible qui permettrait hybridation, qui puisse nous garantir plus de souveraineté? Laura, tu veux répondre ou comme tu veux? Alors, j'ai pas forcément la réponse à la question. J'ai réagi, Denis, à ton message pour comprendre un petit peu plus la demande et je te demandais si du coup tu parlais, enfin de quel type d'hybridation tu parlais. Mais là, pour le coup, le plus simple, c'est qu'on prenne la question et qu'on demande directement à nos experts sur cette partie-là. Je ne sais pas si du coup tu évoquais le Move to Bleu, Denis. Si tu peux nous donner un peu plus de précision, ça serait, chouette. On a une entreprise, enfin, on a une offre qui s'appelle Bleu, en fait, qui est une entreprise qui a été montée par Capgemini et Orange, qui est une offre cloud souverain, en fait, qui est en phase de qualification Second Cloud aussi, qui est basée sur du Microsoft. Donc, dans le cadre de cette migration dont Denis parle, en fait, c'est effectivement faisable. Après, il faut qu'on se rapproche, nous, des équipes de Bleu, mais oui, on peut y répondre. On a cette possibilité-là. Alors, quand ça peut paraître bizarre quand on dit Microsoft souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des développements et tout l'hébergement, le stockage des données, les équipes qui travaillent sur ces données sont basées en France. Donc, ils sont basés à Rennes, pour info, majoritairement. Et tout est supporté sur des data centers qui sont, eux, pareil, en France. Oui, après, on vous présente effectivement les règles génériques ou les solutions génériques. Après, on est tout à fait, avec vos commerciaux, prêts à venir en expertise sur des cas concrets et voir s'il y a besoin d'un audit avec vous de votre système d'installation et de vous accompagner, quoi. Emmanuel est prêt à faire le tour de France et de métropole. Je suis prêt. Voilà. Ok, il y a des précisions, mais tu viens de le donner sur BlueMind. Je pense que c'est l'offre bleue avec Capgemini dont tu parlais. Non, BlueMind, c'est un prestataire en fait français. Ça n'a rien à voir avec Bleu. Les noms sont c'est un nom américain, mais c'est une société française qui offre un outil des collabs collaboratifs en fait complètement sécurisé et qui est déjà sur du Second Cloud. Donc c'est un partenaire français avec lequel on travaille dans le cadre d'une offre qui s'appelle Live Trust Mail et qui existe déjà, qui fonctionne et qui est déjà utilisée par pas mal de clients. Donc non, ça c'est une offre existante déjà. Bleu aussi existe, mais ça n'a rien à voir. Alors le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, si vous avez regardé, c'est que la tendance en fait des sociétés françaises, c'est toujours de prendre des noms américains. Donc on peut se dire que BlueMind est américain, et ben non, ils sont français. Donc voilà. Mais voilà. C'est comme nous, la société Bleu, c'est bleu, au moins ça va, c'est facile. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis tu peux enchaîner. Autre. Laura, est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose en concret ou comme ça sur la résilience on a déjà un petit peu abordé le sujet de la collab à travers BlueMind. Donc, si tu as des précisions à apporter sur partie connectivité, ou ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir peut-être un Rex justement sur ce que tu disais sur NIS 2, parce qu'on a eu pas mal de questions. Donc, s'il y a des précisions à apporter sur ce qu'on a pu mettre en place en interne chez Orange et la manière d'accompagner les clients, ça pourrait être
Ouais, intéressant, je pense aussi. Dans son NIS sondage 2, c'est aussi, vraiment, en fait, Laura, IA jeune était un sujet, quoi. IA générative, Oui, c'est vrai. ouais, accompagnement aux la- usages. ouais, la- IA, oui, où là, on a une offre spécifique qui existe déjà, qui a été lancée, hein. Donc, alors, j'ai plus le nom en tête, Laura, hein, donc n'hésite pas Live à me couper. Intelligence. Voilà, merci. Qui est en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est basé sur une technologie qui est française. L'IA, c'est vraiment ce qu'on pousse nous. Alors, il y a des experts qui en parleraient mieux que moi. C'est que il vaut mieux contrôler ce que font vos équipes de l'IA plutôt que de les laisser partir tout seuls sur ChatGPT ou n'importe où. Parce que faut savoir que l'IA, c'est un outil qui se nourrit directement avec ce que vous lui proposez. Donc, s'il y a une diffusion et un usage intensif de ChatGPT ou d'autres outils hors français, il faut bien comprendre que la diffusion de vos documents ou de vos données sensibles sur une plateforme d'IA, ça va nourrir l'IA. Donc, en fait, vous diffusez directement toutes vos données. C'est pour ça que chez Orange, nous, on a voulu, en fait, depuis, ça fait 2 ans, je crois que Dinuto a été lancé, ou 1 an, je ne sais plus très bien. On a voulu, en fait, alors ça ne veut pas dire contrôler, mais c'est un IA qui est fermé, c'est-à-dire qui est à toutes les données sur la plateforme que l'on utilise en interne chez Orange, reste la propriété d'Orange. Et en fait, il se nourrit automatiquement des données qui sont mises par les salariés d'Orange. Et donc ça, on est en capacité de le faire, ça s'appelle Live Intelligence, pour des entreprises et pour des sociétés ou pour des services publics. Après, il faut bien comprendre que il faut d'abord spécifier en fait le besoin propre que vous avez. Avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que vous l'avez vu dans pas mal d'exemples en fait en ce moment. Mais nous, quotidiennement, c'est quelque chose qui est super intéressant pour nous pour faire des résumés, pour faire des traductions, pour faire des recherches. Et donc, c'est un outil qui quotidiennement est utilisé par énormément de collaborateurs au sein du groupe. Ça n'a pas d'impact sur notre travail. C'est-à-dire que quand j'entends que l'IA va remplacer des salariés, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le seule chose, c'est que par contre, ça nous permet d'aller plus vite. Typiquement, nous, quand on reçoit des études qui font 200 pages, je le pousse en anglais ou en polonais ou en je ne sais pas quelle langue. Je le pousse sur l'outil Dinuto en interne. Il me fait un résumé en français en 2 pages. Donc voilà, c'est surtout, nous, on le voit comme ça, comme un outil de travail, en fait, l'IA. Et c'est là où c'est très intéressant voilà, et sur lequel nous, on peut vous accompagner sur cette partie-là. juste une remarque de Mamou. Ouais. Quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui pour le déploiement de l'IA générative éthique et de confiance? Donc, c'est effectivement, on accompagne sur les solutions et le déploiement de l'IA générative avec Live Intelligence. Live Intelligence, c'est ça. Et on a un partenaire français qui est Mistral. Donc, donc on a travaillé volontairement en fait avec eux. Et on a aussi d'autres partenaires en fonction. C'est encore une fois, c'est en fonction de l'usage que vous voulez faire. Donc, c'est un peu pareil que toujours le début de ma présentation. C'est-à-dire que quand on parle de confiance, ce qui est important, c'est déjà d'établir en fait la sensibilité, le niveau de sensibilité des données que vous avez et qu'est-ce que vous souhaitez en faire. Pour l'IA générative, c'est un peu la même chose. C'est quel cas d'usage dont vous avez besoin en fait. Et en fonction du cas d'usage dont vous avez besoin, il y a des capacités de mettre des IA génératives souverains à votre disposition sur lesquels vous avez une maîtrise totale des données. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que les différentes IA génératives que vous pouvez tester ou que vous avez déjà testé fonctionnent de toute façon un peu toutes de la même façon. Mais on a une fuite des données qui peuvent être très très rapides et donc il faut bien contrôler en fait l'usage qui en est fait. Mais il y a une solution effectivement qui s'appelle Live Intelligence qui est variable en fonction du niveau en fait avec de l'utilisation que vous voulez mettre à disposition. Alors, il y a Alexandre qui nous parle des IA qui soi-disant respectent la vie privée, DuckDuck, AI par exemple. Il y en a. Alors, oui, après oui, il y en a. Il y a Vision. Enfin, il y a pas mal de prestataires, hein, parce que c'est un peu la poule aux œufs d'or en ce moment. Hein. C'est le marché est complètement explosé depuis 1 ou 2 ans sur l'IA. Après, ce qu'il faut voir, ça respecte la vie privée, oui. Est-ce que je connais pas un outil, donc il faudrait que je l'utilise pour être très franc. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais voilà, nous on a choisi de travailler avec un partenaire français dont les données sont hébergées en France. Il y en a au niveau européen aussi qui arrivent. Et voilà, on est sur ce domaine-là, en fait. Mais, ouais. Après, toujours Alexandre, il a des doutes que techniquement une IA peut respecter la vie privée.
Ah bah, j'invite Alexandre à aller contacter nos experts de Live Intelligence. Oui, oui. Non, mais non, nous on l'a dans le cadre enfin, ça fait plusieurs années, enfin, ça fait plus d'un an maintenant que moi j'utilise Dinoutoo, qui est l'outil interne Orange, en fait, qui est l'IA générative Orange. Euh, et l'IA applicatif, en fait, c'est surtout ça qui est important. Parce que l'IA générative, en fait, c'est pas trop ce qu'on utilise pour être très franc au quotidien, nous, dans notre domaine, enfin, dans notre travail au quotidien. C'est vraiment de l'IA applicatif. C'est-à-dire que les exemples que je vous ai cités tout à Pour l'heure. compléter, Alexandre, moi, en tant que salarié Orange à la com, je n'ai pas le droit d'utiliser l'IA en externe, en dehors de Dinoutoo, parce que mes données, sinon, elles vont être hébergées sur un serveur externe et je ne maîtrise Ouais. plus la diffusion de mes données, quoi. Ouais. Donc, c'est fortement. Et je mets en péril l'organisation parce que, effectivement, ils peuvent accéder à mes données, à celles de l'entreprise. C'est une petite porte, quoi, une petite fenêtre. Ouais. Alors ça je vous prends un exemple et un retour, puisque avant d'arriver comme directeur de la confiance numérique, j'étais à la gouvernance de la sécurité des données. Et quand on a vu arriver l'IA, la première chose qu'on a fait, c'est la classification des données. Alors c'est quelque chose qui peut paraître voilà, un peu encore de la documentation, de la réglementation, on se dit qu'est-ce qu'ils viennent faire, mais en fait c'est de classifier vos données. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont secrets défense, il y a enfin secrets sur lesquels il ne faut pas que ça sorte de l'entreprise. Et donc ça, je vous invite aussi dans le cadre-là, et ça, on peut vous accompagner dans le cadre de la sensibilité de vos données, à classifier les données que vous pouvez diffuser dans de l'IA ou pas. Parce qu'il ne faut pas tout mettre, pour être très franc. Il faut bien comprendre que l'IA, c'est un moteur qui se nourrit de ce que vous lui mettez dans la... Enfin voilà, plus vous mettez d'infos dans n'importe quel outil d'IA, plus il se nourrit, en fait. Mais donc, ça veut dire que vos données servent à le faire grossir. Donc, c'est assez complexe, hein, comme... Enfin, il faut faire très attention à ce qu'on fait et l'usage qu'on en fait. Et d'ailleurs, il existe aussi des solutions pour justement essayer d'identifier le shadow AI dans les entreprises et de justement venir contrôler aussi l'usage de vos salariés, de vos collaborateurs pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas des solutions d'IA générative grand public comme ChatGPT, etc. Ça permet déjà d'avoir aussi un premier niveau de confiance sur le sujet de l'IA. Et je réponds à la question de Nicolas, pour là, que je viens répondre de à une voir sur le question, mode de déploiement de l'IA générative. Ouais. Nicolas a une Ouais. question sur On le est sur mode de déploiement IA générative. Alors déjà, en interne, on a fait des actions de transformation, d'accompagnement culturel de tous nos salariés sur l'usage pour être plus performant, mais en respectant l'éthique. Donc, on a des formations hyper pointues sur le cyber-ready, sur la sécurité, sur l'éthique de confiance, avec tolérance zéro. Enfin, ça se doit te parler, Emmanuel, sur la corruption et l'éthique des affaires. Donc, voilà une formation globale sur le respect des règles du jeu. Et après, effectivement, ça nous permet cette expérience à grande échelle, parce qu'on est beaucoup de salariés Orange, d'abord de savoir de quoi on parle et de pouvoir accompagner les entreprises après dans leur cas d'usage. Je ne sais pas si je veux compléter, Emmanuel. Non, mais pour compléter la question que Nicolas pose sur le mode on-premise, on est sur du on-premise, oui, effectivement, sur cette partie-là, sur Dinoutoo. Donc oui, on est en capacité de proposer ça. Ouais. Mahmoud, il revient sur Shadow IA, Ouais. apparemment. Alors, j'ai pas en tête le nom des solutions ou des partenaires avec lesquels on travaille. Donc, je vais pas pouvoir répondre à ta question, Mais Mahmoud. on pourra revenir vers toi, Mahmoud. Ouais. Vers vous, pardon, excusez-moi. Ouais. Je suis d'accord avec Alexandre, c'est la confiance dans la communication interne, c'est contrôlable, c'est quand même contrôlable puisqu'on va être audité, on va avoir des AFNOR, on va faire ce qu'on appelle des opérations de hack en gestion de crise en simulation pour justement tester les résistances de nos systèmes de sécurité. Donc, c'est pas que de la confiance de la communication interne, c'est aussi des outils et des méthodes. Moi, pour avoir travaillé avec les équipes de Orange Cyberdéfense, effectivement, ils ne peuvent pas prévenir les menaces. Par contre, ils peuvent anticiper avec un pare-feu le fait et réagir très vite et dans la minute, éviter que vous soyez hameçonné. Enfin, c'est ton domaine aussi, Emmanuel. Mais voilà. Oui, c'est mon domaine. Non, mais je rebondis sur ce que dit Alexandre. Il a raison. C'est de toute façon, généralement, et c'est assez typiquement français, quand on dit à quelqu'un que tu n'as pas le droit de le faire, il va le faire sur son smartphone personnel. Et puis, il y a eu là, la mode, là, depuis il y a un mois, là, les starter packs, où chacun crée son petit visuel avec sa tête en plastique. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous voyez de ce dont je parle.
Encore une fois, il y a l'IA générative et il y a l'IA applicatif. Moi, je parle beaucoup. Nous, on est vraiment sur le domaine de l'IA applicatif. C'est-à-dire que quel impact a l'IA dans votre métier au quotidien et comment ça vous aide à, comment ça vous aide à fonctionner mieux, à aller plus vite, à vous simplifier des tâches quotidiennes qui peuvent être répétitives. Et c'est cette IA-là dont on parle. L'IA générative, je suis d'accord. Moi, j'ai 2 filles qui sont fanats de ça et qui continuent à l'utiliser. Alors, sauf pour leurs devoirs, ce que je leur interdis. Mais bon, après, encore une fois, je leur interdis, mais je ne suis pas dans leur chambre, donc elles font ce qu'elles veulent. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un nouvel outil qui est arrivé, qui remet en cause pas mal de choses, qui remet aussi en cause l'usage, et là, ça a un impact assez fort sur les data centers, parce que c'est une consommation énorme, enfin, assez forte de données, donc ça a un impact sur les investissements dans les data centers. Et l'année dernière, enfin, tu en parlais, Thomas, sur Choose France, il y a eu des annonces sur l'IA, justement, sur l'installation de data centers spécifiques pour l'IA, parce que c'est très consommateur. Et ça, d'un point de vue RSE, il faudra aussi qu'on parle de ce sujet-là à un moment, c'est-à-dire l'impact écologique que ça peut avoir. Et donc voilà, comme c'est nouveau, il y a énormément d'usages qui sont faits. Je pense qu'on n'a pas encore tous les cas d'usage, mais là, on parle d'IA applicatif. C'est-à-dire que quel impact a l'IA dans votre travail quotidien, pardon. Effectivement, comme dit Emmanuel, l'usage face aux cyberattaques, cybermenaces de plus en plus prégnantes, il a considérablement évolué. Aujourd'hui, le PC dont je vous parle, il n'y a rien sur mon PC, c'est même pas un disque dur, c'est un PC relié au cloud computing. J'ai une clé PKI pour ouvrir mon PC et faire du chiffrement des données en temps réel, donc on a vraiment tout ça. Et pareil, sur mon smartphone, j'ai aussi des solutions de cyberdéfense, de cyberprotection. Et effectivement, j'évite et je cloisonne mes outils perso avec mes outils professionnels pour qu'effectivement éviter toute intrusion, tout système d'information. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau qui parfois nous empêche d'être tout à fait compatible ou performant, mais on est hyper sécurisé de bout en bout dans toute la chaîne. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même des solutions pour répondre à tous ces cas d'usage. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas toute cette panoplie de solutions, Emmanuel, il y a quelque temps. Aujourd'hui, on est hyper sécurisé. Non. Oui. Et puis on va, encore une fois, ça avancerait très vite. Hein. La partie cybersécurité, il y a 10 ans, c'est un marché qui était en pleine émergence. Maintenant, on ne se pose plus la question. C'est-à-dire qu'on doit être. Je pense que si je posais la question sur le panel, mais on l'a pas, celle-là, ce sondage-là, c'est qui a déjà subi une attaque à titre personnel. Il y a beaucoup de gens. Moi, dans mon entourage proche, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est des questions importantes. Et encore une fois, il ne faut pas oublier, l'élément principal, c'est la data, la donnée, en fait. C'est ce qui fait la richesse, en fait, et le chiffre d'affaires de nos plus gros acteurs américains que sont Google, Amazon et Microsoft. Et c'est votre donnée propre, en fait. C'est-à-dire que donc c'est essentiel de pouvoir se protéger, en fait. Tant d'un point de vue personnel que professionnel, quoi. Bon, il nous reste 2 minutes pour conclure, Emmanuel. Est-ce que tu as un mot de la fin? En résumé, c'est quoi pour nos clients en résumé, comme je vous l'ai dit, on parle énormément de confiance numérique et on essaie de se baser sur des critères qui sont essentiels pour nous. On a des offres qui correspondent et sur lesquelles on est en capacité de vous dire en fait le niveau de taux de confiance qu'on a par rapport à toutes les offres. On fait de l'hybridation. On a des offres d'IA spécifiques. Et je vous engage tous, en fait, à déjà bien travailler là-dessus. On peut vous accompagner sur la catégorisation et la sensibilisation de votre donnée. C'est quel niveau de sensibilité de données que vous avez. Et en fonction de ça, l'offre la plus adaptée. Ne pas tout mettre sur du Second Cloud parce que parfois, ce n'est pas pertinent et ça va vous coûter. Et comme on est dans une situation économique un peu tendue, ça va vous coûter plus cher que ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Et puis, moi, je reste à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins. Je suis à votre disposition avec Laura. Et je viens d'ailleurs de vous glisser dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction qui vous permet aussi de laisser vos coordonnées si vous avez des sujets que vous souhaitez approfondir, que ce soit par rapport aux questions que vous avez eues sur l'accompagnement de NIS 2. On a eu pas mal de questions aussi sur l'IA générative de confiance et notamment notre offre Live Intelligence. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et sinon, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder, vous pouvez aussi très bien vous rapprocher de votre contact commercial qui saura vous orienter vers les bonnes personnes en interne pour creuser différents projets potentiels avec vous.
Merci Laura. Et puis pour conclure cette belle intervention, merci Emmanuel, merci Laura. En fait, la sécurité ou les enjeux de confiance numérique, c'est effectivement, on l'a vu ensemble, c'est pas aujourd'hui l'affaire uniquement de la DSI ou de la direction de la sécurité, c'est l'affaire de tous les acteurs dans l'entreprise et des usagers. Et effectivement, n'hésitez pas à avoir des réunions multimétiers avec nos experts pour creuser, voir les différents usages et les solutions adéquates. Mais c'est clé, c'est pas que de la réglementation, c'est effectivement, Emmanuel l'a dit, on a vu les entreprises mettre la clé sous la porte parce qu'elles avaient perdu leurs données, quoi. Enfin, voilà, c'est un vrai enjeu, la donnée et la conformité. Ok, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre confiance et votre Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.